Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, nouveau débrief et dernier débrief de la saison 2023-2024. Monaco recevait sans pression le FC Nantes au Louis II et Monaco s'est imposé 4-0. Avec moi pour débriefer cette dernière rencontre, Quentin, Patrice, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon, comme je le disais, une bonne prestation monégasque pour clôturer cette saison qui sera au final globalement réussie. On vous proposera assez rapidement le club Mounégou, bilan collectif et trophée individuel. Et on reviendra également sur les pronostics qu'on avait fait en avant-saison pour voir si on était plus ou moins, nous, loin de la réalité, ainsi que vous, auditeurs. Mais pour l'instant, on va s'intéresser au match d'hier soir, donc face à Nantes. Vos j'aime pas, messieurs. Vas-y, Patrice, lance-toi. Ce que j'aimais, moi, c'est l'implication de nos joueurs sur ce match. Ils sont pas arrivés en claquette pour un match qui comptait absolument pour rien. Hutter a mis une compo qui fait quand même pas tourner tant que ça non plus. On pouvait s'attendre vraiment avec son discours à avoir énormément de jeunes sur ne serait-ce que la compo de départ. Et mine de rien, on va gagner ce match 4-0. La faiblesse de l'adversaire est dans bien, mais voilà, ça fait plaisir de ne pas avoir vu un match un peu nul et tout. Sur la fin, on a vu des buts, on a vu de belles actions. On est plutôt content pour finir la saison, c'est très bien. Et moi, j'aime pas, c'est à l'inverse de ça. C'est plutôt que finir la saison sur une bonne note, on fait parler de nous dans les médias, pas pour la bonne chose, pour ce qui s'est passé avec Camara. Donc c'est assez regrettable, malheureusement. Ouais, je serai un peu plus long pour ma part. Mais on fera pas je pense que tout le monde va en parler, parce que je me suis pas éternisé. Ouais, non, mais évidemment, mais je suis très, très énervé. Quentin? Je pense qu'on a tous les mêmes j'aime pas. Moi, je suis très content de cette grosse victoire contre Nantes, à domicile en plus. Là, on n'a pas trop excellé cette année. Donc, un match sans enjeu, mais où on a fait quand même marquer en plus des joueurs pour la première fois, pour certains, donc Camara, Kerrer, et avec encore un but de Wissam, qui, alors j'espère, est le dernier de la saison seulement, et pas le dernier tout court. Mais donc une bonne note effectivement avec les 30 ans des Ultras. Voilà, tout était réuni pour passer une belle soirée avec cette petite tâche effectivement de Camara, cet intellectuel qui je te laisse en parler, Romain. Tiens, voilà, cet intellectuel. Je veux pas commenter plus. Ouais, mais je vais quand même rapidement commencer sur le j'aime. Mais oui, voilà, c'est le résultat, c'est la victoire 4-0. Un nouveau clean sheet, c'est pas plus mal. Je pense qu'on commence quand même, on a fini par trouver une certaine solidité défensive sur la fin de saison. Moi, je l'appelais de mes voeux la titularisation depuis un moment de Salissou. Je trouve quand même que son jeu est extraordinaire, c'est un défenseur sûr et qui apporte un peu de sérénité. Il y a en plus ce sauvetage sur la ligne qui permet quand même à Majeki de garder sa cage inviolée. Donc ouais, globalement, le match est réussi. On l'avait quasiment plié au bout de 10 minutes. On l'avait complètement plié quelques minutes plus tard. Donc on termine évidemment sur une très bonne note. Le j'aime pas, bien entendu, c'est Camara. Alors, c'est un sujet un peu compliqué. Sur les réseaux, on en lit beaucoup de grosses conneries sous les différents posts. Mais moi, ce que j'ai envie de penser là-dedans, c'est que si t'as pas envie, si tu te sens pas concerné par ça et que t'as pas envie de défendre ça, tu joues pas en fait. Tu t'inventes une blessure, tu joues pas. Maintenant, en plus, l'année dernière ou les années précédentes, on demandait aux joueurs de jouer avec des maillots, c'était peut-être un peu plus visible, peut-être que le message était un peu moins clair, en tout cas pour les bas de plafond. Là, c'était seulement un logo sur la manche, et je crois qu'il avait également un truc à l'avant qu'il avait également caché. Donc ça, c'est pas normal. Maintenant, ça, c'est lui, c'est son avis, c'est un con, mais bon, à la limite, ça le regarde, donc en fait, tu ne joues pas. Après, ce qui est plus problématique, c'est qu'il vient pas faire la photo et que personne lui dit. En plus, il a le genou à terre, ce qui peut être vu également comme un signe un peu vraiment de défiance par rapport à ça. Le club ne doit pas le faire jouer, Hutter ne doit pas le faire jouer, ses coéquipiers ne doivent pas accepter qu'il joue. Alors évidemment, on sait très bien que dans le vestiaire, il y en a certainement plein,
Enfin, plein. Il y en a d'autres qui pensent comme lui. On vous demande juste de ne pas le montrer, d'accepter de porter ce logo, et voilà, on leur demande pas de défiler à la Gay Pride, on leur demande pas de faire un récital et tout un discours contre l'homophobie, engagé contre l'homophobie, on vous demande juste de jouer avec un maillot. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on lui fait tirer un penalty. Alors là, j'ai vraiment énormément de mal avec le message passé, parce que c'était clair. Tout le monde l'a vu qu'il n'avait pas voulu porter ce message, et ça faisait limite en fait une récompense. Donc là, ouais, je suis très agacé évidemment contre lui, mais à la limite lui c'est un con. Mais je suis agacé contre Hutter, je suis agacé contre ses coéquipiers, et globalement contre le club, et j'espère moi vraiment qu'on va prendre une sanction. Alors, de toute façon, c'est pas une sanction qui méritera de prendre des points de retrait ou je sais pas quoi, mais une vraie grosse sanction financière, et j'espère que lui va minimum se prendre des matchs de suspension, et j'ai même envie de dire, j'espère qu'on va le virer cet été, tout simplement. Voilà. Il pense ce qu'il veut, mais par contre, il le montre pas de cette manière-là, parce qu'en fait, le geste qu'il a fait, c'est qu'en fait, il est contre ça, et en France, ça s'appelle un délit, tout simplement. Voilà. On va pouvoir maintenant reparler du match. Et donc Monaco, qui s'impose 4-0, Quentin, grosse entame de match, Monaco qui rentre bien dans la partie, et Ben Yedder qui trouve vite le chemin défilé. Ouais, avec rapidement la compo, on peut dire aussi qu'on avait un Magassa au milieu, et un Koulibaly qui prend une première titularisation quand même. Bon, c'était à voir aussi, ce qu'on voyait dans les médias, c'était un peu n'importe quoi, donc on savait très bien qu'il y aurait des jeunes. Bon, pourquoi pas, lui a eu sa chance. Après, pour le reste, on était quasiment pareil qu'avant, Diatta qui est reconduit en latéral, et Kayle Henrique par contre, alors peut-être pas la surprise générale, mais qui était assez on va dire, frais pour jouer 90 minutes, ou au moins pour être titularisé. Donc très bien pour ça. Et effectivement, donc un match qui commence très bien, et avec une intention de gagner ce match, donc ce qui est très louable, et on l'a dit dans ses gemmes, et avec une très bonne incursion de Krépin Diatta qui, moi personnellement, je suis très content qu'il soit là, et je suis très content qu'il remplisse ce rôle, et on voit encore que même s'il fait la rustine, s'il joue à droite, à gauche, il reste décisif, et il reste un joueur qui peut débloquer des situations et amener des situations telles que celle-ci. Et puis Ben Yedder qui vient marquer son but, donc c'est parfait en tout cas pour le début de match. Et puis Nantes, on voit très bien qu'il est complètement, qu'il joue pas quoi, clairement qui continuera dans cette lancée dans le reste du match, et qui va pas chercher à aller vraiment jouer ce match. Oui, très clairement, nous on n'avait pas de pression à part de bien finir pour nos supporters, pour les ultras qui fêtaient leur anniversaire, mais les Nantais n'avaient également pas de pression, ils avaient déjà entériné leur maintien en Ligue 1. Malgré tout, ils ont quand même essayé un petit peu de jouer, on y reviendra globalement sur la rencontre, mais ils se sont quand même procuré quelques situations. Et puis donc Patrice, le second but va arriver quelques instants plus tard, et ce but il est intéressant, et surtout ce but il donne un peu de regret, et il rappelle tant la présence de Caio Henrique est importante dans cette équipe, ne serait-ce que pour sa qualité de pied sur coup de pied arrêté. Du coup, c'est un beau coup franc qui est obtenu par Ben Seguir. Et du coup, c'est Caio Henrique qui va le frapper. C'est sur celui-ci d'ailleurs qu'il y a une petite discussion avec Ben Yedder, savoir qui c'est qui va le frapper. Il me semble, c'est ça. Peut-être. Du coup, c'est bien Caio Henrique qui décide de le frapper, donc pas en direct. Du coup, plutôt un peu en louche par-dessus la défense pour arriver sur nos attaquants. Et du coup, Ben Yedder et Carrère sont un peu côte à côte, et du coup, le ballon va sur Carrère qui met une très belle tête croisée. Petit doute du coup avec Lavare, et même si vu des images, pour moi il est hors jeu, Carrère. J'arrive pas trop à comprendre la position des lignes, parce que les lignes ont l'air d'être positionnées sur les pieds des joueurs et pas sur les membres qui dépassent. Le petit de cas est validé, bizarre, tant mieux pour nous, mais aux images c'est un peu bizarre sur le choix. Et ça fait très beau centre en tout cas, très belle tête aussi de Carrère, et premier but comme on l'a dit tout à l'heure pour lui avec Monaco. Ça se demandait ce qu'ils faisaient dans le quart, j'avoue, j'ai pas trop compris. Souvent, on les voit à faire leur révélateur, à mettre parfaitement, positionner les lignes, etc. On dirait qu'ils ont pas du tout mis au bon endroit, ou qu'il y a un décalage au moment où ils ont jugé qu'il n'y avait pas hors-jeu, et au moment où ils ont envoyé l'image à la régie.
Mais clairement, moi, je vois aussi la tête de Kerrer dans la zone grise, donc hors jeu, quoi. Donc je comprends pas trop. Bon, pourquoi pas. Après, on va dire, vaut mieux qu'il y ait ce genre de trucs-là dans un match sans enjeu, et en plus, ça fait marquer Kerrer. Bah, tant mieux. Ouais, bah après, c'est une histoire de perspective. Hein. Donc c'est logique, avec un angle comme ça, t'as l'impression qu'il est devant, mais Ben Yedder est clairement hors jeu. Moi, c'est vraiment la sensation que j'avais eue dès les premiers ralentis. Et puis sur les images, Ben Yedder, on a un peu du mal à voir Kerrer, parce que du coup, Ben Yedder est devant l'image, donc c'est vrai que ça a voilà, du mal à devenir vraiment la position de Kerrer. Et en plus, Ben Yedder peut faire fait de jeu, quoi. Enfin, peut dire, je suis hors jeu, alors que bah non, en fait, c'est pas moi qui touche la balle, mais bon. Puis là, il a pas d'impact ni sur le gardien, ni sur le défenseur. Autant on va se faire refuser un but en toute fin de rencontre, où tu peux considérer que, c'est quoi, c'était le 45, Boisbré, c'est ça? Gêne un peu l'intervention du défenseur et permet donc à Ben Yedder, si je dis pas de conneries, de récupérer le ballon. Mais là, bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Et puis, moi, c'est surtout la manière dont il faut arbitrer. C'est hors jeu, une ligne simple, même visuellement, et tu te rends compte qu'il n'y a pas hors jeu. Après, la décision terrain était hors jeu, donc. Bon, bref. Monaco mène 2-0 et les Nantais, Quentin, vont un peu se rebiffer. Ils vont avoir quelques situations, et j'en parlais un peu en préambule. Salissou, donc, qui va nous sauver sur une action où la défense était peut-être un petit peu partie en vacances, et Majeki également pas extraordinaire sur le coup. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai que j'avais oublié cette action, ce marasme dans la surface, où on se dit que Nantes peut revenir. Il y a un petit cafouillage quand même, et effectivement un Majeki qui est un peu... alors je sais même pas pourquoi il se retrouve aussi... Enfin, il est à mi-hauteur, quoi. On sait pas trop s'il veut sortir, s'il veut rester sur sa ligne. Au final, il rate carrément la frappe. Bon, après, elle est à bout portant quasiment. Enfin, elle n'est pas très facile à arrêter. Mais derrière, on a un Salissou qui est très bien positionné. En plus, elle est vraiment axée sur son pied, donc voilà, qui nous sauve la mise. Mais c'est vrai qu'il y a petite alerte quand même pendant à la demi-heure de jeu, juste après ce deuxième but. Bah, c'était même en fait juste après le troisième, tu vois. J'avais oui, effectivement, je vois ça. Le fait de débriefer 24 heures après, en plus un match qui n'avait un intérêt que relatif, donc j'avoue que j'avais un petit doute. Moi, j'avais la sensation que c'était vraiment à 2-0, mais en fait, non, c'est juste après le but du 3-0. Bah, justement, ce 3-0, Patrice, on peut en parler. Ben Seguir, il dit encore dans ses œuvres, même si elles sont loin d'être terminées, qui obtient ce penalty. Ouais, Palois se fait vieux, du coup, il arrive à moins à découper nos joueurs maintenant. Du coup, là, il a fait une vraie faute. Ah, il l'a bien chopé, là, quand même. Ouais, là, il n'y a pas de débat. Une fois, il a pas découpé Voland, comme il aimait bien faire. Du coup, non, il fait une belle faute sur Ben Seguir. Il n'y a vraiment rien à dire s'il arrive avec un gros tampon sur lui. Penalty, où on pense que du coup, c'est Ben Yedder qui va le tirer. Et puis non, finalement, comme tu le dis tout à l'heure, il va voir quelqu'un pour aller lui donner. On se dit, le Goun. Non, du coup, c'est pour Camara. Théoriquement, c'est plus le fait que Camara n'avait toujours pas marqué de but sous nos couleurs, donc pour lui permettre, vu que le score était déjà 2-0, plus que pour le mettre en avant pour ce qu'il avait fait. Ouais, on sait pas, frère. J'avoue que ça peut être interprété. Moi, plus de mal à penser ça. Je pense pas qu'on peut interpréter jusque-là, je suis pas non plus pour le récompenser, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, c'est maladroit. Après, visiblement, il avait un message à faire passer, ce qu'il a montré son protège tibia. Alors, j'avoue que j'ai pas non plus trop cherché le pourquoi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa famille ou quoi ou qu'est-ce. Et si c'est le cas, sur ça, c'est potentiellement triste. Encore une fois, je sais pas du tout si c'est pour ça ou pas. Ça se trouve, ça peut être lié aussi. Je t'avoue, j'avais même pas vu ni entendu parler de ça, tu vois. Ça se trouve, mais oui, s'il y a apparemment eu un décès dans sa famille, et du coup, c'était justement pour cet honneur-là que Ben Yedder lui a dit, vas-y, tire. Ça peut se comprendre tout à fait aussi. En tout cas, il tire très bien le pénalty contre le pied parfait. Ça pourrait se comprendre si c'était pas, encore une fois, ce contexte-là. Là, c'est une grosse erreur, voilà, c'est tout. Déjà, c'est une grosse erreur de l'aligner, et lui faire tirer le penalty, c'est... Même si il a peut-être eu un drame dans sa famille, et pour ça... Il n'y avait pas besoin du penalty pour voir... franchement, j'ai tweeté dessus, minute 2 du match, en voyant qu'il avait un bout de scotch sur le torse. J'avais pas fait gaffe sur la photo, qu'il n'était pas là, quand même. En tout cas, dès que tu avais des images sur lui, tu voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose... Oui.
Qui choquait, quoi. Donc il n'y a pas besoin de penalty. En tout cas, il s'aurait fait la même polémique avec ou sans penalty. Ah oui, non, mais c'est pas ça. Moi, c'est que ça rajoute quand même malgré tout au message. Nous, on se l'est dit en déconnant entre nous, c'est pour le récompenser. Je pense qu'il y a des mecs qui le prennent vraiment au premier degré. En fait, le message est catastrophique. C'est en gros, tu fais ce que tu veux et en plus, tu joues et en plus, tu marques. Enfin, on te laisse tirer un penalty. Enfin, il y a un vrai truc qui va pas. Et c'est pour ça que, pour moi, la sanction doit être quand même assez importante. En tout cas, bref, Monaco mène 3-0. Tu l'as dit, le penalty est plutôt bien tiré de sa part. Et certains diront mieux que Balogun, oui. Après, moi, j'aurais fait tirer Balogun, perso, pour lui redonner un petit but de confiance, un petit truc à la fin pour lui, là. Après, s'il le rate encore... dit, Balogun ne dira plus de penalty cette saison. Ah ouais, il l'a dit. Ah ouais, effectivement. Ouais, si, il l'avait dit, ouais. C'est après Rouen. Ouais. Alors qu'il en avait marqué quand même dans le match. Hein. Et après le match, il l'avait dit, ouais, comme quoi. Pour éviter toutes les polémiques et tout, pour pas lui mettre trop la pression. Cette saison, on oublie. C'est, ouais. Donc, il va y avoir cette énorme occasion nantaise peu de temps après. Et puis, après, globalement, le match va baisser de rythme sur cette fin de mi-temps. Monaco rejoint les vestiaires à 3-0. La seconde mi-temps, pareil, elle va quand même se dérouler sur un rythme de sénateur. Monaco va faire pas mal tourner. Mais malgré tout, au milieu de tout ça, Quentin, va y avoir ce joli but vers l'heure de jeu d'Elias Benseguir, dont on parlera dans pas longtemps, puisque je pense que pour la majorité des gens, c'est lui l'homme du match d'hier. Il n'est jamais trop tard pour sortir une grosse prestation. C'était en J34. Bon, voilà. Bah ouais, là où il vient effectivement être quasiment décisif sur tous les buts qu'on a marqués avant, là il arrive pour marquer une magnifique frappe et clairement qui se crée tout seul. Hein. Il y a 0 passe D, il y a rien du tout. Il est complètement à l'opposé, il va même en reculant et il arrive à se retourner et il voit une faille en tout cas dans cette défense qui reste très statique, hein, qui va pas essayer de le stopper plus que ça. Et avec un Lafont qui est vraiment qui fait triste à voir, hein, vraiment peine à voir. Parce que c'est un des pires gardiens, tu le disais pas, je crois, de Ligue 1 au niveau des notes. L'équipe, c'est lui qui est passé dernier, du coup. Ouais, alors que c'était Cône jusqu'à présent, mais du coup, avec ce match-là, il a une très mauvaise note et du coup, ça l'a fait passer derrière. Après, la frappe est très bien, elle est parfaite. Enfin, franchement, très, très, très bonne action et ça vient couronner en tout cas une belle saison, pas pour lui, mais pour le club, malheureusement. Mais bon, voilà, on espère qu'il va nous faire ça la saison prochaine, du coup, sans blessure, sans rien. Il avait déjà été. Ça rappelle son premier but. Oui, c'est vrai, un petit peu. Mais il avait déjà été dans les tout meilleurs à Montpellier, on en avait parlé. Là, pour le coup, clairement, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur. Donc, tout ça, c'est positif. C'est évidemment dommage que ça arrive que maintenant. On le rappelle, il y a eu beaucoup de blessures, et puis il y a eu cette suspension aussi en fin de saison là, qui nous l'a fait perdre quand même pendant 3 matchs. Donc, c'est un bon joueur, tout comme Akliouche, mais on verra l'année prochaine s'il est capable de faire ça sur une saison complète. Est-ce que vous avez d'autres situations en mémoire en seconde mi-temps réellement ? J'avoue que j'avais un petit œil, moi, également, sur le Knicks Pacers, ça assez rapidement. Donc, non, il y a que l'action que tu as indiquée tout à l'heure, du coup, avec Boisbrick qui est signalé hors jeu d'opposition, parce qu'il fait pas forcément action, sinon Benalia récupère le ballon, il met une frappe qui est contrée de mémoire, qui va doucement vers le ballon. C'est Michel et c'est Michel qui la pousse au fond, qui aurait pu être son premier but en pro. Ouais. Mais du coup, non, voilà, c'est hors jeu de Boisbrick. Dommage. C'est vrai que ça aurait été pas mal pour lui, mais bon. C'est que juste Balogun est complètement absent de la seconde mi-temps. Enfin, je l'ai pas vu faire quoi que ce soit. Et on l'a pas dit en première mi-temps, mais il a touché le poteau encore une fois. Ouais, mais on y reviendra. Donc, moi, terrible. Je comptais y revenir quand on allait parler de lui dans sa catégorie qu'on pourrait presque appeler la catégorie Balogun. Ça va finir comme ça très très rapidement. Rapidement, il y a eu des changements. Donc Boisbrick était rentré à la mi-temps à la place de Koulibaly. Singo, titulaire habituel, remplace Diatta, donc là, de nouveau au poste de latéral à la 63e. Fofana, peut-être pour sa dernière chez nous, 77e pour Camara. Minamino, pour le coup, que je m'attendais vraiment à voir titulaire, il était remplaçant, qui remplace Benseguir. Je m'attendais à le voir titulaire surtout parce qu'il n'avait pas été là à Montpellier, donc je pensais vraiment le voir. Et donc Michal, qui rentre pour les 10 dernières minutes à la place d'un Balogun dont on va parler tout de suite. Et pas d'un Ben Yedder, c'est ce qu'on aurait pu s'attendre. Oui. Le changement.
j'ai l'impression qu'il a quand même fait pas mal de matchs en entier. Oui, après tu peux te dire pour Ah non, c'est vraiment juste pour voilà, c'est potentiellement innovation. son dernier match. Tu le fais sortir pour innovation, Oui. parce que. Oui, mais vu qu'on n'en sait rien en fait. Mais voilà. Bon. Moi j'y crois. Moi je pense que c'est un signe. Moi, je pense que de toute façon, déjà, on a vu dans la presse que Hutter disait que bon, il laissait transparaître aucun sentiment, mais ils avaient l'air d'accord sur le fait, sur un fait, ils étaient d'accord avec sa direction. Donc on sait pas trop ce qu'il veut, mais dans l'interview, il dit c'est un grand buteur. Il a encore répété en interview en disant c'est un très grand buteur. Je trouve qu'il appuie quand même beaucoup dessus pour dire j'ai besoin d'un grand buteur. Voilà. En tout cas, l'histoire ne peut pas s'arrêter comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc bon, on peut se dire que voilà. Et même pour Fofana, hein, c'est dommage. Enfin, moi, je le vois rentrer. Mais du coup, qu'est-ce qui quid de Fofana, quoi? Il rentre à la 10e minute, à 10 minutes de la fin, pardon. Bon, pour faire, juste pas rien de spécial. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi s'attendre, lui. Bon, évidemment, c'est comme c'est pas une fin de contrat, c'est pas sûr qu'il parte, etc. Mais bon, c'est très bien que ça va être compliqué de le garder. Alors, un peu dommage de voir juste un petit bout de 10 minutes. C'est soit il part, soit on le prolonge, hein, puisqu'il lui reste qu'un an. Donc, il y a pas. Autant Ben Yedder, de toute façon, tu sais très bien que tu peux rien en tirer, même s'il lui restait du contrat. Autant Fofana, il faut pas faire l'erreur de le perdre dans un an gratuitement. Donc, c'est soit il prolonge, soit il s'en va. Et bon, a priori, c'est quand même la deuxième possibilité qui tend à arriver. Mais oui, Ben Yedder, il y a aussi sa petite histoire extra-sportive. Hein. Il est passé au tribunal la semaine dernière. Je ne sais pas exactement quand est le procès, exactement ce qui va en ressortir, mais ça aura forcément un impact sur la décision du club. Après, bon, vu qu'on en a... On verra, encore une fois. Là, pour le coup, c'est parce que j'ai lu pareil, des trucs sur Twitter comparé avec Camara. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Si Ben Yedder est coupable, il faudra lui chier dessus et il faudra le virer du club très rapidement. Pour l'instant, visiblement, l'épreuve n'était pas suffisante pour faire comme un Mendy, même si, bon, on ne reviendra pas non plus sur cette histoire, et le mettre en détention provisoire, etc. La Camara, c'est clair, c'est net, c'est devant nos yeux, il n'y a pas de débat, donc c'est un peu plus simple à juger. Donc voilà. Après, on voulait un peu tout et n'importe quoi sur Camara, quoi, parce que ça le traite d'homophobe dans tous un peu de partout aussi, ça a quand même rien à voir, quoi. C'est un problème religieux, c'est tout. C'est la conviction religieuse qui fait que ça, il peut pas le faire et qu'il n'accepte pas. Voilà. Après, non, il y a d'autres. Pas la même chose que le. Je pense qu'on va pas débattre de ça là maintenant, parce que ça peut durer longtemps. Je pense qu'on va pas être d'accord. On va pas être d'accord. Voilà. Après, je suis pas d'accord du tout pour ce qu'il a fait. Il y en a d'autres dans le championnat qui sont de. Ah, il y en a plein d'autres qui ne le font pas. Il y en a d'autres dans notre club aussi. Genre, on a bien vu que Salissou aussi, il n'est pas sur la photo, s'il se baisse au moment de prendre la photo, quoi. Oui, mais Salissou, il a entre guillemets. Alors, si c'est. On peut penser que c'est fait exprès, peut-être, mais il a quand même joué avec le truc, il est entre guillemets quand même... Enfin, donc il a fait ça, on va dire, entre guillemets, intelligemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait d'accord. On sait très bien qu'il y en a d'autres dans notre propre équipe et dans la société. Même l'équipe d'en face, Mohamed, il n'a pas accepté de jouer. Et ben, au moins, il a... Mais je suis tout à fait d'accord, Camara n'a pas fait ça, et surtout le club n'a pas le laissé faire, quoi. Le club l'a pas découvert au moment du match. Il l'a bien vu faire, mettre ses petits scotch coloriés, ne pas être sur la photo. Le club a laissé faire, clairement. Donc, non. Qui s'en mord les doigts maintenant. On est à 3000% dans l'homophobie pure et dure. Mais bon, bref, c'est son problème. Et malheureusement, là, ça l'est encore un petit peu le nôtre. Mais bon, on verra bien comment tout ça va se terminer pour nous. Donc voilà, Monaco s'impose 4-0. Monaco finit donc second. Au final, à 9 points du PSG qui a remporté sa rencontre hier. 2-0, j'avoue, j'ai pas trop de en tête. 2-0, ouais, c'est ça. 2-0. Alors derrière, par contre, ça a été un peu la soirée folle quand même. On peut en parler rapidement. Avec les Lillois qui étaient quand même pendant un long moment en bonne position pour finir 3e et qui ont vu tous leurs espoirs s'envoler dans les dernières minutes, avec des Niçois qui sont revenus de nulle part, des Brestois qui ont marqué un 3e but. Au final, c'est donc Brest qui sera qualifié directement en Ligue des Champions, qui jouera à Guingamp. Par contre, malheureusement pour eux, leur stade n'est pas homologué. Ils avaient le choix entre Rennes et Guingamp. Ils ont fait le choix du stade plus petit, mais 2 fois plus près. Malgré tout, il y a 1h30 de route, donc c'est pas parfait pour eux, mais bon, bravo aux Brestois et les Lillois, donc qui devront passer par les tours préliminaires. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu avant l'émission, certainement pas dans leur stade, vu que, à minima, le premier tour est en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc, on verra où ils devront aller
vu que leur stade est réquisitionné pour les compétitions de basket et de handball à minima. Je crois que c'est les deux seuls. Ouais, c'est ça. Ouais. Basket pool et handball, je crois qu'il y a tout. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, les handballeurs restent dans le Nord, quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Ce qui est dommage, vu que c'est quand même notre sport numéro 1 en France. Mais bon, bref, ça c'est un choix qui a été fait, qui est un peu bizarre. Les tops et les flops. Donc, top, messieurs, je crois qu'on est tous d'accord. C'est Ben Seguir, en tout cas, le vrai top de ce match. Il est, le coup franc, c'est lui qui l'obtient. Le penalty, c'est lui qui l'obtient. Il met le dernier but. Ouais, t'es au four au moulin aujourd'hui. Oui, il obtient, c'est ça, coup franc, le penalty, un beau but en solitaire. Quentin, est-ce que tu as un truc à rajouter peut-être sur Elias? Il subit beaucoup de fautes, ça c'est clair. De toute façon, dans tous les cas, à chaque fois on le voit, même contre Montpellier, c'était souvent le cas. Dès qu'il est dans l'axe et qu'il arrive à faire des différences avec le ballon, il subit des fautes. Bon, j'espère que ça lui portera pas préjudice au niveau blessure. Mais effectivement, ça laisse des bonnes opportunités derrière. Et quand on a un Caio Henrique, quand on a même un Golovin plus tard pour tirer les coups francs, on peut se dire que ça pourra nous donner des bonnes occasions. Ouais. Donc, encore une fois, bonne presse. Mon top de mon côté, parce que en plus ça me permet pas de répondre, mais de rebondir sur un des commentaires de la dernière vidéo qui disait c'est dommage, on n'a pas eu les avis de Rome sur le top de Kerrer, qui était le top de Damien, je crois, la semaine dernière. Après, je sais pas si regardé la vidéo, parce que clairement j'acquiesçais tout ce que disait Damien, j'étais d'accord, Kerrer a fait un très bon match, c'est vrai que je l'avais pas dit vocalement. Donc là, je vais pouvoir le dire. Hier, Thilo Kehrer a fait un très bon match, en plus de son but. Clairement, il finit plutôt bien l'année. Après, moi, je reste sur ce que j'avais pensé après sa prestation à Lyon, où je l'avais vraiment trouvé en grande difficulté. C'était pas le seul, mais il faisait partie quand même du naufrage global. Mais par contre, hier, une vraie bonne prestation. Et puis la nouvelle aussi, c'est qu'on a levé plutôt l'option d'achat. Donc voilà, il restera au club et je trouve que globalement, moi, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, à voir le salaire. Je n'ai pas vu d'informations fuitées sur ça. Mais voilà, le seul truc, c'est sur ça. L'option a été pas trop chère, Patrice. En plus, c'était 8, non? Ou 10? 12? Tu m'as dit avec 11. 11? Ouais. Bon, c'était... Il me semble que c'est 11. Bon, non, c'est pas... Le problème, ça a toujours été le salaire. Le problème, vu que c'est une option d'achat qui est élevée, je me dis que le salaire doit rester le même. Quand même. J'ai mal à croire que dans l'option, il y a un changement de salaire. Voilà. Après, on a la qualification directe en Ligue des Champions, donc on a un gros chèque. Ça sera notre débat, cette nouvelle formule de Ligue des Champions, mais t'as un match en plus t'as 2 matchs en plus, un match en plus à domicile, donc je pense que même si on n'est pas les spécialistes de la billetterie, on va pas se mentir, mais ça fait quand même un petit peu plus de rentrée dans le budget, donc oui, je pense clairement qu'on peut partir sur le fait qu'il reste avec les émoluments qu'il avait au moment de son prêt. Est-ce que vous avez un autre top? Je crois que c'était Caio. Globalement, vous aviez envie de parler. Ouais. Non, mais juste globalement, la charnière Thilo, Kehrer et Salissou, elle était pas mal. Je pense que c'est un truc qu'on pourra reconduire aussi dans le futur. Et ouais, c'est un Cassingo à droite, peut-être, pourquoi pas. Mais ouais, même Salissou a fait un très bon match, le sauvetage qu'il a fait, etc. Bon, ça peut être un top aussi. Mais moi, j'ai vu Caio Henrique et franchement, chapeau. Parce que déjà, il a enchaîné 90 minutes, un match complet direct. J'aurais vraiment pas pronostiqué ça. Non, c'est sûr, mais j'aurais pas pronostiqué ça au début du match. En tout cas, pour moi, il aurait largement été... voilà. Et en fait, il a été très actif. Il a été de quasiment tous les bons coups sur le côté gauche. Et on a retrouvé notre latéral gauche. Et ça a fait vraiment plaisir. Et l'histoire est belle parce qu'il a une passe D aussi. D'ailleurs, que je vois pas... si, une passe D, effectivement. Et puis en plus, il a, Et il a une très bonne qualité de pied. On le voit dans les différences qu'il peut faire sur le côté gauche, que ce soit par le dribble ou même par la passe, parce qu'il va pas aller tout droit comme un Ouattara ou un Jacobs et faire son centre. Mais il va plutôt souvent repiquer, souvent combiner. Donc, moi, j'attends de revoir Golovin. Et puis ces deux-là étaient pas mal. C'est ça, il a les 2 pieds. Et voilà, bon, défensivement, clairement, en plus, moi, j'ai trouvé que c'était pas non plus le meilleur défenseur du monde, mais ça reste quand même quelqu'un qui sait défendre, c'est un défenseur, donc voilà. Hâte de le revoir, en tout cas, à ce niveau-là, et puis ça fait plaisir, en tout cas. La stat un peu folle, c'est qu'il termine donc avec
avec 5 passes en 9 matchs, sachant que dans les 9, tu as ces toutes petites entrées là, face à Lyon et face à Montpellier et Clermont. Donc bon, c'est vraiment pas grand-chose. Donc avec 5 passes, il est à 1 passe de Golovin et Minamino, et il est à 3 passes du meilleur passeur de l'année en Ligue 1. Il y a Dembélé et un autre joueur dont le nom m'échappe, peut-être Lesmelou, j'ai un gros doute. En tout cas, je sais qu'il y a Dembélé à 8. Donc c'est vrai qu'on peut penser que cette année, c'était peut-être la bonne pour de nouveau avoir un Monégasque meilleur passeur du championnat, puisque là, on n'était pas dans les sphères que pouvaient faire des Di Maria, où ça tapait les 15, 18, voire plus passes décisives. Bon, malheureusement... Ouais, c'est pas beaucoup. 8 faible, hein, quand même. 8, c'est pas énorme, ouais. C'est pour... Là, je vois qu'Aubameyang... il y a des matchs en moins, tu veux dire. Il y a Aubameyang et Del Castillo. Il y a 4 matchs en moins, mais bon... Sur un passeur. Ça t'enlève pas 5-6 passes décisives, quoi. Et on pouvait quand même penser que tu es plutôt censé être à l'entour d'être à la 12aine, quoi. Encore une fois, c'est vrai que le PSG a complètement modifié le curseur sur les dernières saisons, particulièrement avec Di Maria. Je crois que Neymar aussi, quand même. Il y a eu quelques saisons avec quelques passes, mais voire Messi aussi. Messi aussi, je crois qu'il finit en passeur à 15 et 15. Ouais. Je crois que... c'est pas 15 et 15. C'est 15. Ou c'était peut-être c'est peut-être 15-15. Je sais qu'il fait autant de buts que de passes, mais ouais. Je crois que c'est 15 et 15, mais bon. Ouais, 15-15, ouais, possible. Ouais. En tout cas, 16, voilà. 16, tu vois. Il fait une mauvaise saison. Et pour Messi, voilà. C'est toujours pareil, ça dépend de qui on parle. Ouais. Celui qui a fait une mauvaise saison et qui n'a pas su profiter d'un match qui pourtant s'ouvrait à lui pour redébloquer un peu son compteur but, c'est Balogun. Quentin, on en parlait, on lui a même pas laissé tirer le penalty tellement on n'a pas confiance en lui, on a préféré faire tirer un mec qui est numéro 6 et qui est quand même pas connu pour sa qualité de frappe, et il a touché le poteau, et c'est à peu près tout en fait. Voilà, il a fait que ça du match, il s'est retourné, il a touché le poteau, et voilà, 22 touches. 22 touches de balle sur 80 minutes, c'est ridicule. Et il gagne aucun duel, je le vois même en pilier, comment on appelle ça là, en pivot un peu, il essaye de prendre un peu ce rôle de pivot, mais même ça, on voit pas trop d'utilité, que des passes qui ne servent pas. Voilà, c'est pas Mbolo. Et dans la profondeur, il y en a quasiment pas eu. En tout cas, j'ai pas vu vraiment d'espace, donc il a pas pu se mettre en lumière. Et ouais, effectivement, là je vois 9 passes réussies sur 11, surtout sur 80 minutes, plus de 80 minutes, c'est vraiment une catastrophe. Donc ouais, ça commence vraiment à être inquiétant à ce niveau-là. Je sais pas quoi dire de plus à part que quoi faire de ce joueur. Qu'est-ce qu'on va faire avec juste Folarin Balogun et accompagné d'Embolo l'année prochaine. C'est pour ça que moi je comprends pas trop pourquoi on pourrait. Enfin, il y a des gens qui veulent pas prolonger Ben Yedder, mais bon. C'est mon avis. Ils ont dans l'idée évidemment de le remplacer, mais ouais, pour moi Balogun, là, je le vanne un peu sur son match d'hier, mais moi je reste sur ce que je pense depuis maintenant plusieurs semaines. Sa saison est ratée. Il aurait peut-être pu un peu l'améliorer sur la fin, ça n'a pas été le cas, mais bon, maintenant pour moi tout ça n'avait plus trop d'importance. Il aura une nouvelle chance l'année prochaine, et puis il faudra la saisir, voilà. Mais je le mets pas à la poubelle pour autant, voilà. Je continue. Tu mets pas 40 millions à la poubelle. Bah ouais, en plus il y a quand même un petit peu ça, et je continue de penser que c'est un joueur qui, s'il retrouve la confiance, peut nous faire du bien et peut nous apporter des buts. Est-ce que tu as un autre flop, Patrice? Bon, moi c'est aussi Balogun. Après, ma match de Magassa, il est quand même pas extraordinaire au milieu de terrain. J'ai pas trouvé ça. J'ai eu un œil sur lui quand même, parce que du fait que pour une fois il joue à son poste et pas en défense centrale comme c'était le cas en début de saison, j'ai pas trouvé ça fou. Genre la comparaison avec Camara qui lui a fait énormément de récupération qu'on a beaucoup vu, même porter le ballon. Je trouve qu'il était assez transparent, et c'est dommage quoi. Je voulais voir justement ce que ça valait un peu au milieu de terrain, savoir si on pouvait un peu compter sur lui pour vu que Fofana va partir, ça libère aussi un peu plus de place en tant que titulaire, hein, mais genre dans la hiérarchie, c'est un peu le décalé d'Aran. J'ai pas vu grand chose quoi. C'est un peu pour le coup on l'a vu. Il a touché beaucoup de ballons, mais bon, pour quoi faire beaucoup de passes quand même en retrait à Kerrer ou à Salis. Ouais.
C'est pas à prendre le ballon, à se retourner, à avancer avec. C'est pas ce que fait typiquement Fofana, par exemple. Ouais. Le débat maintenant, messieurs, bon, c'est pas vraiment un débat, mais c'est plus un petit sujet dont on reparlera évidemment dans les grandes largeurs, dans les émissions d'avant-saison, dans peut-être l'émission tirage, si on en fait une, vous avez évidemment compris, c'est cette C1 et surtout cette nouvelle formule de C1. On le rappelle, 36 équipes dans un même championnat réparties en 4 chapeaux de 9 équipes. Monaco sera chapeau 4. Et chaque équipe rencontre 2 clubs de chaque chapeau, dont le sien également. Monaco rencontrera donc 2 clubs du chapeau 1, 2 clubs du chapeau 2, 2 clubs du chapeau 3 et du 4. Un match à domicile, un match à l'extérieur. Donc là, il y a un petit côté chance, parce qu'il vaut peut-être mieux recevoir certaines équipes ou se déplacer chez d'autres. Ça aura peut-être une légère incidence sur ça. En tout cas, c'est ce qu'on disait, Quentin. Moi, j'aime beaucoup cette formule. En tout cas, j'ai envie de la voir. Je trouve qu'elle va être intéressante jusqu'au bout. On le rappelle, il faudra être dans les 8 premiers pour être qualifié directement en 8e de finale. Et les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affronteront dans des barrages, sorte de 16e de finale. Le 9 affrontera le 24e, le 10e, le 23e, ainsi de suite, pour savoir qui affrontera les équipes déjà qualifiées en 8e, avec toujours ce système de tête de série. La moins bonne équipe sortie des barrages affrontera l'équipe qui aura gagné, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la saison régulière, et ainsi de suite. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette formule toute nouvelle? Et moi, qui vient du rugby, je suis habitué aux formules un peu bizarres. Mais c'est vrai que là, ils nous ont un peu copié quand même. Ce système de poule un peu immense où tout le monde ne se joue pas, c'est quelque chose qu'on voit au rugby en Coupe d'Europe, anciennement Coupe d'Europe, depuis quelques années. Ouais, je trouve que c'est un format qui défavorise en tout cas les chapeaux 1, vraiment les gros clubs, les grosses formations, parce que on est tous logés à la même enseigne au niveau du tirage. On affronte tous 2 équipes de chaque chapeau. Et derrière, on a une équité plus, on va dire, sportive à ce niveau-là. Un championnat après derrière qui est très ouvert, du coup, qui peut basculer vraiment d'un côté comme de l'autre en fonction des résultats. Et pas une poule où on peut se rattraper au match retour, où on peut effectivement calculer aussi comment l'adversaire jouera, etc. en fonction de ce qu'il a comme résultat. Clairement, chaque match sera décisif, on va dire. On va jouer à chaque fois, chaque match à 100%, j'imagine. En tout cas, c'est ce que je vois. Peut-être jusqu'à la dernière journée, j'espère. Parce que, 8 matchs, on va pas se cacher, mais ça fait pas beaucoup de différence. On l'a vu encore en Ligue 1, là, actuellement, avec 34 matchs. On a quand même encore beaucoup de différences qui sont à la dernière journée. Alors, j'imagine même pas à la 8e. Sans compter la Liga, la Ligue espagnole qui complètement, là, il n'y a plus rien au bout d'une journée. Enfin, la dernière journée, ils ont carrément abandonné leur multiplex, tellement il n'y avait pas d'enjeu. Mais bon, à 8 journées, j'ai peu de doutes sur le fait qu'il y aura du suspense et qu'on suivra ça avec attention. Donc ouais, plutôt content aussi de ce format-là, et ça permettra aussi de voir 8 équipes supplémentaires, enfin, du coup pas supplémentaires, mais 8 équipes différentes affronter l'AS Monaco dans le cadre d'une grande compétition européenne. Ça faisait longtemps. Effectivement la seule grande compétition européenne, la Ligue des Champions, et des bons déplacements, j'espère, pourquoi pas. Donc ouais, très content aussi de ce format. J'ai oublié de le préciser aussi, il n'y a plus de reverse en C3. D'ailleurs, la C3 fonctionne sur le même système de poule à 36, etc. Les équipes non qualifiées, donc de 25 à 36, l'Europe, c'est fini pour eux. Et les équipes qui seront éliminées des barrages, pareil, ça sera terminé pour eux. Moi, ce dont on parlait, pareil, Patrice, un petit peu en avant-match entre nous, c'est qu'en fait, et Quentin l'a rapidement évoqué, les chapeaux, en fait, n'ont plus d'importance, vu que tu joues 2 équipes de chaque chapeau, que tu sois chapeau 1 ou chapeau 4, il n'y a aucun... Enfin, oui, t'es chapeau 1 parce que t'es une meilleure équipe dans l'absolu, mais ça ne te change rien, en fait. Ça, pour le coup, ton tirage reste le même. On n'a pas fait cette erreur au rugby. Quand t'es chapeau 1, tu peux pas jouer d'équipe du chapeau 1. Là, pour le coup, je trouve que c'est un peu bizarre, mais bon. Ça permet une bonne équité. Je peux dire qu'au moins, tu peux rencontrer tout le monde, quoi. Oui, mais bon, c'est système de tête de série.
Mais il n'y a plus de tension. En fait, les chapeaux ouais, c'est servent juste à répartir après les matchs pour en C'est avoir ça. des adversaires très forts, des adversaires plus faibles par rapport à leur coefficient et faire le tirage, en fait. Mais C'est sinon, ça. si t'es limite 4 ou 3, ça va rien changer, en fait, à ton tirage au sort, quoi. Ouais, le coefficient, il sert juste au À pays. classer quoi. les équipes pour vraiment Oui. répartir après le Il tirage. servira plus au club en soi, quoi, le coefficient, effectivement. C'est ça. Ouais, Moi, mais de mon j'aurais côté aussi, donné j'aurais donné un avantage au chapeau 1 en ne leur faisant pas affronter de chapeau 1 ou peut-être qu'un seul et peut-être recevoir un peu plus. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est la seule petite critique que j'ai avec ce système, c'est que j'aurais donné un peu plus d'avantage aux équipes du chapeau 1, un peu moins, mais encore un petit peu plus aux équipes du chapeau 2, et puis vraiment à l'équipe du chapeau 4, être un peu plus pénalisée, quoi. Bon, après, c'est pas très grave, c'est vrai que ça peut c'est un peu plus équilibré comme ça, mais du coup, c'est vrai que le classement du coup des clubs par points n'a plus grand intérêt à part oui, faire une première répartition. Alors par contre, c'est ce que regardait Quentin, tu peux pas affronter en poule toujours de pays d'équipes pardon qui viennent de ton championnat. Par contre, dès les barrages, tu peux affronter si t'es je sais pas 20 je vais pas faire un truc trop compliqué pour pas me perdre, mais si t'es 23e et que donc tu joues le 10e, si c'est Monaco PSG, ça sera Monaco PSG, quoi. Effectivement, ouais. Et tu peux rencontrer que 2 équipes d'un même pays sur les d'accord. 8 adversaires. Ok. J'ai posé la question au moment avant qu'on m'y réponde. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le fait qu'on n'a pas que 3 adversaires, on va en avoir 8. Donc je trouve ça assez cool, du coup, ça permet vraiment de voir des adversaires différents, du football différent et d'avoir plus de belles affiches potentielles. Des beaux déplacements aussi pour les supporters qui se déplacent. Donc ça, je trouve ça. Après, la poule unique, on verra bien ce qu'on n'a jamais fait, mais j'ai l'impression que, comme tu le dis, Quentin, ça va être très serré et qu'il y a des années, ça va jouer vraiment à rien du tout sur t'es barragiste, t'es pas barragiste. Il est clair qu'on peut penser qu'il va y avoir pas mal d'équipes pas forcément pour les qualifs, mais en tout cas pour le positionnement. Ça serait pas étonnant qu'on voit les équipes, je sais pas, classées de 10 à 13 avec le même nombre de points et que ça se joue sur. Alors je suppose que c'est goal average, plus ensuite dans un second temps offensif, mais c'est vrai qu'avec seulement 8 matchs sur 36 équipes, on peut penser qu'il y aura pas mal de cas d'égalité de points. Et on pourra pas faire le goal average particulier, sauf si c'est 2 équipes qui se seront affrontées, qui sont peut-être que là, ça prendra. Honnêtement, voilà, on verra tout ça. J'ai lu le règlement, mais j'ai pas trouvé trop d'informations claires par rapport à ça. Mais ouais, voilà, moi je suis plutôt hypé par cette compétition. Voilà, on l'a dit de manière très simple, ça fait 2 matchs de plus de Ligue des Champions. 2 matchs qui seront clairement à notre portée. Je crois qu'on est certain d'être entre guillemets la meilleure équipe du chapeau 4. Je mets beaucoup de guillemets, mais en tout cas au point. Et puis voilà. La seule question, et c'est quand on aura un peu de recul, c'est combien de points il faudra a priori pour se qualifier dans les 24. Moi, je pense que ça devrait jouer aux alentours des 8-9 points, mais à voir la réalité, ce que ça donnera, mais voilà, être dans les 8, je pense qu'on peut tout de suite oublier, parce que pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus compliqué maintenant de terminer dans les 8 qu'avant finir premier de poule. Là, il faudra vraiment être très régulier, et je pense que sous les 17 points, ça sera pas possible, peut-être 15 au grand minimum, et déjà 15, ça me paraît pas énorme, mais ce qui paraît quand même. Je sais pas si on est racheté par les Saoudiens et qu'ils mettent le demi-million sur la table, comme certains nous promettent. Peut-être une équipe Pourquoi pas. Et du coup, vu qu'on n'est pas reversé en Europa, bon, moi je trouve que à la limite, ça c'est pas un problème en soi. Déjà, je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens. Alors même si nous, on était contents de continuer on pouvait être content si on était reversé en Europa League de continuer une compétition européenne, quoi, ouais, de continuer un peu ce truc-là. Après, même si on est reversé, on est là, on fait un match aller-retour, on se fait éliminer direct après, bon, ça peut arriver. Mais voilà, derrière, je trouve, c'est bien de cloisonner un peu ça. Et en plus, on joue les 8 journées jusque fin janvier, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà, je pense qu'on a assez de matchs pour se dire, bon, on a fait notre Coupe d'Europe, on a eu la sensation d'avoir fait notre Coupe d'Europe, et puis jusqu'au 29 janvier, là, c'est le 29 janvier 2025, on aura vibré. Alors potentiellement, j'imagine que même jusqu'à la 8e journée, il y aura beaucoup d'équipes qui seront pas sûres d'être éliminées.
Pas à la tout rue, de suite mais être éliminé. Mais donc je me dis qu'il y a toujours moyen, voilà, en fonction du calendrier. On ne sait pas aussi si on va affronter d'abord les chapeaux 1 et ensuite les chapeaux 4 ou inversement. Ça va dépendre aussi. Donc c'est intéressant à suivre et du coup on va suivre le tirage avec l'assiduité le 29 août. Rendez-vous est pris. Alors on ne sait pas trop, on en discutait ensemble, on ne sait pas trop quel sera le format de ce tirage. Vu que c'est un peu un micmac, mais ouais. Ça sera automatisé parce que manuellement c'est quasiment impossible de le faire. En tout cas, je sais plus qui. C'est toi, Patrice, qui disait qu'ils avaient fait un test et que ça avait duré plus d'une dizaine d'heures. Non, ils avaient estimé. Ils n'ont même pas fait le test. Ils ont estimé que c'était plus d'une dizaine d'heures, je crois. C'est pas étonnant parce qu'il y a tellement de possibilités à enlever à chaque fois que faire des saladiers avec des boules, ça c'est impossible, quoi. Tu peux pas. C'est bah non, là il faut rechanger le saladier ou quoi parce que là il y a cette équipe qui est dans ce pays, oui, mais donc en fait c'est pas ordinateur, c'est très bien, mais après c'est vrai que on se demandait sous la forme comment ça va tomber. Est-ce que ça va être par club? Est-ce que ça va être par chapeau? Est-ce que ça va être... On verra bien, mais en tout cas, voilà, ça sera le moment, quoi qu'il arrive, de retrouver Monaco dans la plus belle des compétitions de club. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est surtout ça. Et il faudra, je pense, quoi qu'il arrive, avoir pour objectif quand même d'être dans les 24 pour s'offrir 2 matchs de plus. Et puis voilà. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On peut rapidement revenir sur d'autres prestations individuelles si vous avez vraiment des joueurs dont vous avez envie de parler. Mais moi, Majewski, quand même, parce que. Ouais. Majewski, parce qu'on a. Alors, je vais arrêter de dire Majewski, je vais dire Majewski maintenant, parce que je vais le respecter, parce qu'il s'est fait prolonger aujourd'hui. Et voilà, l'avantage au moins d'enregistrer un débrief le lendemain. On a une info. Donc effectivement, il y a de la prolongation officielle de Majewski jusqu'en 2028. Donc très bonne nouvelle. Et puis ça vient confirmer nos sentiments qu'on a eus depuis certains matchs, depuis le moment où on a commencé à débattre sur le fait de l'instaurer en numéro 1. Maintenant, on n'a effectivement plus aucun doute et 18h l'a rappelé dans la presse la semaine dernière. Donc on a un numéro 1, on a un gardien numéro 1 et on espère qu'il va continuer dans ses prestations et ses performances de cette demi-saison. Je crois qu'il a été récompensé par le CSM, là, j'ai vu ça au début du match là, avec Golovin. Bon, je sais pas exactement pourquoi, mais on va dire que ça avait récompensé déjà. Je crois, si j'ai bon souvenir, il récompense le joueur de la saison et de la mi-saison, je crois. Ah d'accord, ça doit être. Il y a des chances que Majewski soit récompensé pour sa demi-saison. Effectivement, ça a du sens, et du coup, malgré, alors là, il a fait un bon match aussi, un clean sheet, on le rappelle quand même. Encore un match de plus, même s'il n'a pas été trop mis à l'œuvre, il a quand même été présent. Donc voilà, content pour lui et content pour l'équipe. Patrice, est-ce qu'il y a un autre joueur dont tu avais envie de parler? On peut parler aussi des 2 petits jeunes qui ont fait leur tout premier match sous le maillot, Boisbré ou Michal. Michel, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Le pauvre, il a eu une action. Bon, il a poussé le ballon au fond des cages, c'est déjà bien. Malheureusement, il y avait un hors-jeu qui n'était pas de sa faute. Boisbré, plutôt intéressant pour un petit jeune, quoi. Il a pas hésité en tout cas à y aller, à faire les dribbles. On l'a vu du coup qu'il était très à l'aise avec le ballon sur son côté. Voilà, bon match de sa part. On demande d'avoir un peu plus maintenant. Et Koulibaly qui s'est un peu blessé malheureusement. Je pense que c'est pour ça qu'il sort, mais c'est vrai qu'il n'a pas été non plus. Je veux pas me souvenir de sa prestation, quoi. Après, à chaque fois, il est rentré de ce côté-ci. Là, il a été titularisé sur le côté. Pourtant, j'ai le souvenir que moi, c'était un milieu centre. Après, peut-être que je dis une bêtise, il me semblait que c'était comme Magassa, quoi, un milieu vraiment un relayeur, quoi. Mais j'ai pas. Alors, est-ce qu'il joue vraiment à son poste sur un côté? Mais toutes ses entrées, en tout cas, étaient sur un côté. Ouais, ça m'a pas particulièrement choqué. Enfin, en tout cas, dérangé son match. Encore une fois, c'était un match avec tellement peu d'intérêt et d'enjeux et d'intensité. Mais je sais que j'ai noté pendant le match qu'il était quand même très éloigné de Diatta. Ils étaient pas très loin et du coup c'est vrai que Diatta avait du mal à jouer les 1-2 avec lui, il était obligé de revenir un petit peu et ça pourrait s'expliquer du fait qu'il ait peut-être plus l'habitude d'être au centre du terrain que sur un côté, quoi. Ouais. Ok. Bon, on va maintenant conclure avec les pronos qui avaient été faits lors du dernier match. Quentin, c'était quoi, toi? Je sais même plus, j'étais pas inspiré. Mais je me souviens que j'avais dit qu'on allait gagner. Donc déjà,
Déjà, Ok. ça c'est rempli. Damien, il a Non, mais je pense validé que j'ai. parce qu'il Ouais, avait moi, je dit sais plus, je Magassa titulaire milieu de terrain. Et donc, ça a été le cas. Magassa titulaire milieu de terrain. Moi, j'étais parti sur Balogun buteur. Voilà, je croyais quand même pour sa dernière, enfin en tout cas pour la dernière de la saison. Bah non, malheureusement, ça ne passera pas. Bon voilà, là il y aura pas de prono évidemment parce que on ne sait pas quel sera tout simplement le prochain match de l'AS Monaco. Donc, On espère peut-être le trophée des champions. Le trophée de champion, ouais. Oh là là, El Famoso, trophée Si, des ouais, champions. Je ne sais même pas quand il doit se dérouler. J'ai pas vérifié la Je date. sais plus. Mais je on sais que va- c'est on loin va en supporter. plus, donc, On va supporter Paris quand même, je tiens à dire, pour la Coupe de France. Parce qu'on n'aimerait pas quand même que Lyon gagne un titre avant Ah oui. nous. Ah oui. Et puis Enrique, s'il te plaît, déconne pas, mais remets Mbappé titulaire, parce que même si il fait pas une fin de saison extraordinaire, vous êtes quand même meilleur quand il est là. Donc voilà. Remets-le, s'il te plaît, pour pas que les Lyonnais fassent limite une meilleure saison que nous. Ça serait quand même terrible, alors qu'ils étaient derniers après 10 journées. Ah là là, c'est... On Après, les a relancés. Ils ont fait un L'histoire retiendra comeback, qu'on les a relancés. Ouais, oui. Ils avaient déjà gagné avant nous, ils avaient ramené un bon match de Lens. Ils avaient gagné aussi le match juste avant nous, donc on n'est pas les premiers à les avoir relancés, mais ils ont fait une remontée tout simplement historique, parce qu'après le nombre de journées, le nombre de points qu'ils avaient, tous les clubs étaient descendus, et eux, c'est même pas qu'ils se sont maintenus, c'est qu'ils ont fini Ils sont en sixième. Coupe d'Europe. Ils seront en C3. Quoi qu'il arrive, ils sont en C3, parce que Ouais, s'ils ils sont gagnent la coupe ils sont qualifiés. C3, et si Paris gagne la coupe, ça ouvre la passe à la 6e place aussi. Donc, Ah, bah, C'est voilà. Lens. C'est Lens 7ème qui prend la Septième, place. ouais. C'est Lens qui, quoi C'est qu'il Lens, arrive. Lens est déjà sera qualifié en fait, sera parce en qu'ils C4. savent qu'ils prennent une des deux places. Lens va en C4, quoi qu'il arrive. Et Lyon va en C3, quoi qu'il arrive. Parce que ça a décalé d'une place, du coup. Voilà. Bon, voilà, messieurs, on a fait le tour. La prochaine émission, ça sera donc le Club Mounegou, bilan et trophée. Patrice, tu mets en ligne demain le formulaire ? Tu l'as peut-être déjà fait. Oui, il est tout prêt, donc Oui, c'est ça, oui. ça va être bon, normalement. Ok, bon, voilà. Vous allez pouvoir aller voter pour les sélections habituelles, comme de chaque année. C'est-à-dire que ce sera dispo quand ça sortira. On va tweeter Oui. ça. Un Oui, petit ça sera Google dispo, Form. ça sera dispo ce mardi dans la journée. Et nous, l'émission, elle va arriver dans la nuit du lundi au mardi. Donc voilà, vous avez à attendre quelques heures et puis ça sera partagé sur notre page Twitter pour aller voter et on vous proposera l'émission certainement semaine prochaine ou au plus tard dans 2 semaines. Voilà, selon les disponibilités de chacun. Voilà, et merci messieurs de m'avoir donc accompagné pour ce dernier débrief. On se retrouve donc pour cette émission bilan. Et d'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.